Aujourd'hui, nous attaquons le tout dernier chapitre de l'année. Il s'agit d'une introduction au monde de la mécanique quantique. Alors, c'est un chapitre introductif, c'est-à-dire que je ne vais vous donner que les grandes intuitions à avoir sur la chose. On ne va pas franchement rentrer dans les détails, même si on va faire quand même quelques calculs simples sur la question, mais c'est principalement pour vous donner un avant-goût de ce que sera la mécanique quantique quand vous l'aborderez, déjà en deuxième année, et puis encore plus quand vous serez en école d'ingénieur. C'est pour se dire qu'il y a encore des tas de choses à découvrir. Alors, on va démarrer en regardant la lumière. La lumière, on en a déjà parlé dans le cours d'optique tout au début de l'année. On a défini que c'était une onde électromagnétique. Et d'ailleurs, il y a l'expérience Young faite en 1803 qui décrit très bien ça. Et je vais vous mettre un lien ici dans le coin pour que vous regardiez une description de cette expérience par Veritasium. Et donc allez-y, regardez cette vidéo pour vous rappeler un petit peu ce qu'on sait de la lumière en termes au début du 19e siècle. Alors nous maintenant, on va discuter de l'aspect corpusculaire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière, en fait, l'aspect ondulatoire était très bien connu déjà depuis une centaine d'années, jusqu'à une expérience par Hertz en 1887, puis par Lennart en 1899-1902 qui a amélioré le protocole et qui met en lumière, qui met en avant ce qu'on va appeler l'effet photoélectrique et qui sera la cause du prix Nobel d'Albert Einstein en 1921, si mes souvenirs sont exacts. Donc l'expérience est la suivante. Vous prenez deux plaques de métal qui sont à l'intérieur d'une cloche à vide et vous faites des branchements électriques et vous mettez un ampèremètre dans votre système. Il y a juste un ampèremètre pour le moment. Et là, il ne se passe rien. C'est normal, vous n'avez pas de générateur, donc il n'y a pas de raison que des électrons circulent. Et en plus, vous avez du vide ici, donc une quantité qui est très isolante, enfin un milieu qui est très isolant, une absence de milieu là en particulier, qui fait que l'électricité ne peut pas passer. Et puis, vous allez éclairer votre plaque avec des photons, avec de la lumière. Là, la plaque reçoit de l'énergie. Vous savez qu'il y a une certaine densité d'énergie dans la lumière, sinon tout ce qui est plaque photoélectrique, ça ne pourrait pas marcher. Et cette énergie, eh bien, va être transmise à des électrons, et on peut imaginer qu'il y ait des petits électrons qui se fassent éjecter comme ça, et qui du coup puissent passer d'une plaque à l'autre. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. Donc, on éclaire la plaque et on finit par mesurer un courant. On mesure un courant qu'on appelle un photocourant qui va dépendre de l'éclairage. Jusque-là, c'est parfaitement normal. Ce qui est beaucoup moins normal, c'est que de ce qu'on sait du rayonnement électromagnétique et des équations de Maxwell, que vous verrez l'an prochain, mais qui ont déjà été découvertes à ce moment-là, sur la densité d'énergie qui était stockée dans la lumière, on devrait se dire, quelle que soit la lumière qu'on envoie, il suffit d'augmenter l'intensité de cette lumière. Plus vous augmentez l'intensité, plus vous augmentez l'énergie qui est apportée, et donc plus vous devriez augmenter le photocourant qui est vu ici. Problème. Au niveau des observations, il existe un lambda seuil au-dessus duquel on n'observe pas l'effet photoélectrique. Et ce lambda seuil, photoélectrique. Et ce lambda seuil, c'est indépendamment de l'intensité de l'éclairage.
normalement, plus vous éclairez, plus il y a d'énergie, plus il y a d'énergie, plus il devrait y avoir de photons qui sont éjectés, d'électrons qui sont éjectés, et plus il y a d'électrons éjectés, plus le photocourant mesuré devrait être important. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc là, les gens sont commencés à se dire, il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans, et il devrait, enfin, ça n'agit pas de la manière auquel on va s'attendre. Du coup, ils ont essayé de faire un montage un tout petit peu plus compliqué en disant, bah voilà, je vais toujours mettre mon système avec du vide à l'intérieur, brancher toujours sur un ampèremètre ou un galvanomètre pour mesurer mes petits courants, et puis on va rajouter une source de tension. Donc si les électrons se baladent par là, ça veut dire que le courant va dans ce sens-là. Du coup, on va mettre une source de tension dans le sens contraire, qui va essayer de s'opposer au passage du courant. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ces conditions-là? On éclaire la surface, il y a des petits électrons qui sont éjectés, et on ajuste donc protocole. Étant donné que les électrons sont éjectés, le courant circule, et on va ajuster U0 jusqu'à disparition du photocourant. C'est-à-dire que même si vous êtes en train d'éclairer et que s'il n'y avait pas U0, vous auriez un photocourant qui est en train de circuler dans votre circuit, vous augmentez la tension jusqu'à ce qu'en fait la différence de potentiel ici fasse que les électrons qui étaient là et qui ont été éjectés et qui vont vers l'autre plaque, en fait ils retombent, ils soient attirés par cette partie-là, puisque comme vous mettez la tension dans ce sens-là, là c'est plus positif, et donc les électrons vont être attirés par la partie positive. Si vous les attirez suffisamment, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour réussir à passer la barrière et aller de l'autre côté. Et donc on observe ensuite cette tension, et on veut voir comment cette tension varie en fonction de la longueur d'onde. Et donc, ce qu'on observe, alors non, on va plutôt regarder en fonction de la fréquence. Donc, si on observe l'évolution de quelle est la tension U0 à imposer de manière à ce que le photocourant s'annule, plutôt de manière à compenser et empêcher le passage du photocourant, ce qu'on observe, c'est que en fonction de la fréquence, on a une droite. Il devient de plus en plus important à mesure que la fréquence augmente, indépendamment de l'intensité du faisceau lumineux. Vous pouvez avoir un faisceau lumineux très faible, alors bien sûr aux erreurs expérimentales près, mais indépendamment quand le faisceau lumineux est suffisamment fort pour que les mesures soient faciles à faire, c'est indépendamment de l'intensité du faisceau lumineux, vous avez un nu seuil ici, et puis vous avez une dépendance linéaire de U0 en fonction de nu. Plus nu est éloigné de nu seuil, plus ça va être important. Et en dessous, c'est pas la peine de mettre de tension, parce que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas d'effet photoélectrique. Et donc ça, c'est indépendamment de l'intensité lumineuse reçu sur la plaque. Donc cet effet photoélectrique a des propriétés qui sont un petit peu bizarres, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que plus l'intensité lumineuse est importante, plus il y a d'énergie, donc plus il va y avoir un photocourant, donc plus il sera difficile de s'y opposer, a priori, et donc plus cette tension-là devrait être importante, et on ne voit pas ça. En revanche, ça dépend uniquement de la fréquence, et en dessous d'un certain nu seuil, ce qui veut dire au-dessus d'un certain lambda seuil, vous ne pouvez pas
observer d'effets photoélectriques et donc quelle que soit la valeur de la tension, même si vous imposez une tension négative, il n'y a absolument aucun effet, aucune intensité qui va être observée dans votre système. Alors, quelles sont les implications de ce montage et de cet effet? Petit b, implication. Donc au niveau des implications, si on fait une approche classique, l'onde lumineuse transporte de l'énergie qui est proportionnelle à l'intensité lumineuse et comme cette intensité lumineuse, on peut l'augmenter à volonté, vous allez avoir que normalement, il ne devrait pas y avoir de longueur d'onde seuil. Il ne devrait pas y avoir un seuil au-delà duquel il se passe tout d'un coup quelque chose. Donc, l'onde lumineuse transporte de l'énergie proportionnelle à l'intensité lumineuse. Celle-ci est réglable à volonté. Et donc, il ne devrait pas y avoir de seuil. À partir du moment où vous voyez que quelque chose est interdit, il vous faut une explication sur pourquoi c'est interdit. Et rien dans la théorie de Maxwell ne permet de trouver cette explication-là. Alors que la théorie de Maxwell, c'était un chef-d'œuvre des théories de l'époque, parce qu'elle avait permis de réconcilier l'électricité et le magnétisme, de mettre tout dans un seul sac et d'en plus expliquer ce que c'était la lumière grâce à ça, et de parfaitement traduire ce qui se passait dans l'expérience Jung. Donc il y avait plein de réalisations pratiques de cette théorie, et là par contre, rien dans la théorie ne vous permet de prédire une chose pareille. Alors en revanche, vous avez une approche quantique qui a été proposée par Einstein en 1905. En 1905, Einstein a fait beaucoup de choses. Vous trouverez des tas de vidéos, il y a notamment une vidéo Minute Physique là-dessus très intéressante, mais il a proposé son approche de l'effet photoélectrique et il a dit, voilà, l'effet photoélectrique, c'est très simple. C'est Einstein qui disait c'est très simple, il y avait quand même quelques difficultés, mais c'est très simple. Il propose que la lumière, en fait, ce n'est pas une onde, mais elle est constituée de particules. C'est des particules d'énergie E égale h nu. Et nu étant la fréquence, c'est relié à la longueur d'onde et à la vitesse en hc sur lambda. Vous vous souvenez qu'on a démontré que lambda fois la fréquence pour une onde qui se propage à la vitesse c, c'est justement la célérité de l'onde, donc le c. Donc nu, qui est la fréquence, c'est aussi égal à c sur lambda. Et à partir de cette affirmation, il existe une constante h, qu'on appelle constante de Planck, qui a une valeur qui vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde, puisqu'on multiplie par des secondes moins 1. Donc, il existe une constante telle que pour une particule de lumière, donc ce qu'il va appeler un photon, cette particule de lumière se balade avec une énergie qui vaut h nu. Et plus lambda est petit,
donc plus la fréquence est importante, plus cette énergie emmagasinée dans un photon va être importante. Et l'interprétation du coup de l'effet photoélectrique, c'est quand un photon frappe un électron, dans le métal, il va pouvoir lui transmettre toute son énergie, et si toute l'énergie qu'il a transmise est suffisante pour le libérer de la prison métallique dans laquelle le photon se trouve, alors il est éjecté. Mais si ce n'est pas suffisant, ça va juste le faire osciller, il va dissiper son énergie après dans le reste du métal, et il va y rester. C'est un petit peu comme quand vous êtes en prison de manière préventive aux États-Unis et puis vous devez payer ce qu'on appelle une caution si vous voulez être libéré en attendant votre procès. Et bien, si vous arrivez et vous payez toute votre caution d'un coup, hop, vous avez le droit de sortir. Mais si quelqu'un arrive et dit bon bah je paye la moitié de la caution aujourd'hui, il revient le lendemain, il arrive avec la deuxième moitié, il dit mais non, là c'est trop tard. Votre paquet d'argent, comme il suffisait pas, je l'ai mis dans un coin, il a disparu. Donc, non, vous avez que la moitié. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas sortir grâce à ça. Il vous faut automatiquement payer la caution en une fois, payer comptant et avoir suffisamment d'énergie, du coup, en une fois pour réussir à libérer le photon. Donc, quand un photon frappe un électron, il lui transmet toute son énergie, et l'électron n'est libéré que si cette énergie transmise en une fois est suffisante pour l'extirper du métal. Donc, vous allez avoir votre électron qui part, hein, c'est vraiment, il lui faut une mise de départ, et l'excédent d'énergie qui lui reste une fois qu'il a réussi à s'extraire du métal, ça va être de l'énergie cinétique qui va lui permettre de passer de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'on interprète, c'est que l'énergie donnée par le photon, ça va devenir l'énergie qui est nécessaire pour franchir ce qu'on appelle le gap énergétique. Gap, c'est un anglicisme, c'est un trou, un intervalle. Et donc c'est ce qui est nécessaire pour se libérer. Et l'excédent va être de l'énergie cinétique de votre électron. Bien sûr, l'énergie cinétique ne peut pas être négative, et donc vous voyez tout de suite que si l'énergie du photon est inférieure à l'énergie nécessaire pour réussir à libérer l'électron, eh bien vous ne pourrez pas faire ça. Et cette énergie, le photon va être absorbé, l'électron aussi rediffuse l'énergie sous forme de chaleur du coup dans le reste de votre matériau, et c'est tout ce qui se passe. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de regarder cette énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle sert à l'électron pour traverser la zone là-dedans, quand vous avez entre les deux électrodes, la zone entre les deux électrodes. Et justement, si on est dans cette situation-là, si on a une tension U0, à quelles conditions l'électron peut traverser? Il peut traverser à condition que son énergie cinétique soit supérieure ou égale
à l'énergie, à la différence d'énergie potentielle nécessaire pour aller d'un point à l'autre. On a fait la mécanique. Vous savez que l'électron, quand il est plongé dans un potentiel électrique, il a une énergie potentielle qui est sa charge fois le potentiel. Ben là, vous avez un potentiel au départ, un potentiel à l'arrivée. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que il y a conservation de l'énergie mécanique pour l'électron. Vous avez l'énergie cinétique au point A, donc ici par exemple, plus le Q de l'électron fois le potentiel au point A, donc la charge de l'électron, ça va être égal à l'énergie cinétique au point B plus la charge de l'électron fois VB. La charge de l'électron, c'est moins E, puisque l'électron est chargé négativement. Donc vous avez que l'énergie cinétique en B, c'est égal à l'énergie cinétique en A plus E facteur, alors si on le met dans le bon sens, de VB moins VA. Et donc, c'est l'énergie cinétique en A, et vous voyez que VB moins VA, c'est cette tension-là, et c'est donc moins U0, donc c'est moins EU0. Et vous arrivez à traverser, à condition que cette énergie cinétique, quand vous arrivez en B, soit bien positive, c'est-à-dire que vous ayez une possibilité d'arriver là avec une vitesse qui soit réelle, et donc il vous faut que l'énergie cinétique en A soit supérieure à EU0. Donc, en effet, par conservation de l'énergie mécanique, on va avoir cette petite relation qui vous permet d'obtenir les informations voulues. Et donc, si on repart de ce truc-là, donc à la limite, on a égalité, parce qu'on a réussi en fait à supprimer tous les électrons. Ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi que l'électron aille dans la bonne direction pour pouvoir quand même avoir toute sa vitesse dans cette direction-là pour pouvoir repartir. Sinon, ça ne fonctionnera pas, il va finir par retomber. Et donc, quand les électrons sont là, ils vont être envoyés dans toutes les directions. Et donc, on va avoir le cas d'égalité qui est justement quand on prend le U0 tel que le photocourant soit nul. Donc à la limite on a égalité quand le photocourant, juste quand le photocourant est nul, parce qu'on a trouvé juste ce qu'il faut. On a trouvé juste la tension qu'il faut de manière à ce que tous les électrons qui se fassent éjecter se fassent réabsorber par la même électrode et n'arrive pas à passer de l'autre côté. Donc on a limite, on a égalité juste quand le photocourant est nul, soit le EC qui vaut E photon moins E gap doit être égal à EU0. Et si vous utilisez cette relation et que vous regardez à quoi ça correspond, ça me donne U0 qui s'écrit donc E photon H nu moins E gap divisé par la charge de l'électron. Et c'est bien linéaire en nu de pente H sur E. Donc non seulement la théorie vous prédit que c'est linéaire, c'est-à-dire que la tension qu'on va mesurer doit être proportionnelle à la fréquence des photons, mais elle vous prédit en plus un seuil. Donc il existe le nu seuil, c'est-à-dire en dessous duquel votre tension va être nulle, et donc vous n'avez pas besoin de rien faire et ça ne marchera pas. Le nu seuil, il est tel que H nu seuil soit égal à cette énergie de gap, et donc nu seuil c'est égal à E gap sur H. Ça vous explique que ça dépend du métal,
Donc si vous regardez différents métaux, vous allez avoir en règle générale des seuils différents qui sont dus au fait qu'il est plus ou moins facile à un électron de s'extraire du métal en question. Donc ça, c'est une première chose. Il vous définit le nu-seuil. Et puis surtout, quand vous faites l'observation, la pente qui a été observée du U0 en fonction de nu, cette pente-là, la théorie prédit que ça va être la constante de Planck divisée par la charge de l'électron. À l'époque, on commençait à bien mesurer cette charge de l'électron, on la connaissait bien. La constante de Planck, Planck l'avait introduit un petit peu plus tôt, aussi avec des histoires de photons pour essayer d'expliquer le problème du corps noir, du rayonnement du corps noir. Et donc là, la prédiction, ils sont revenus aux mesures. Vous voyez, les mesures ont permis de dire, ah bah tiens, on observe un truc qui est bizarre, qui n'est pas expliqué par la théorie. Donc ils ont fait une autre théorie, en partant d'un principe simple. La lumière, ce sont des particules, des photons. Et une fois qu'on a ce modèle simple, on revient à la théorie, et tiens, on connaît la valeur, moi je prédis que la pente c'est H sur E, et donc H étant de l'ordre de 6 10-34, E c'est du 1,6 10-19, donc vous pouvez calculer ce que ça va donner, vous allez avoir une pente en 10-25 volts par hertz. Alors les hertz, comme on est à plusieurs... à des gigahertz, ça monte relativement vite, mais vous avez une prédiction de quelle est la tension que vous devriez avoir en fonction de la fréquence de la lumière que vous êtes en train d'envoyer sur votre système. Et donc ça, conclusion, vous avez bien une nouvelle explication. Donc la conclusion que tire Einstein, parce que bien sûr quand ils sont allés le faire, ils ont dit voilà, ça doit être cette valeur-là. Ils ont mesuré, c'était cette valeur-là. C'est fantastique de ce point de vue-là. Donc conclusion, la lumière est effectivement constituée de particules qu'on appellera dorénavant photons, des particules ou à l'époque on appelait aussi des quantas d'énergie. Quantas d'énergie, appelés photons, dont l'énergie, donc pour chaque particule, est transportée et vaut h nu. Et puis aussi ces photons-là, parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai que si on a de l'énergie, mais si on a deux photons de faible énergie, s'ils se mettent ensemble, ils pourraient peut-être donner toute leur énergie et le transmettre à ce qu'on fait du financement collaboratif, où tout le monde se met ensemble pour réussir à payer la caution. Mais non, là, c'est pas autorisé. Ces photons, ils ne peuvent pas attaquer l'électron à la déloyale. C'est forcément 1 pour 1. C'est-à-dire c'est un photon qui doit fournir son énergie à un électron. Et donc c'est la seule manière d'expliquer, en fait, si vous supposez ça, si vous posez ça comme hypothèse, ça vous donne le résultat et surtout ça le traduit de manière extrêmement simple. Bon allez, on va tout de suite faire un petit exercice d'application. Donc l'exercice d'application, ça va être, vous prenez du tungstène et vous observez qu'avec une lumière ultraviolette, donc pour le tungstène, pardon, on a un seuil observé, lambda seuil, qui est de 230 nanomètres. Donc, ça veut dire que pour le tungstène, si vous prenez une lumière dont le lambda est supérieur à 230 nanomètres, je vous rappelle que le seuil
c'est tel que, il est là, le seuil, c'est tel que c'est l'énergie minimale, donc il faut avoir le nu le plus grand possible, donc au-delà de ce seuil, et comme nu est inversement proportionnel à lambda, ça veut dire que lambda, seuil, c'est la valeur la plus grande des lambda qui marche, au-dessus ça ne marche plus. Donc pour le tungstène, on a lambda seuil qui vaut 230 nanomètres, on envoie de la lumière ultraviolette, on envoie des UV à lambda qui vaut 1940 angstrom. Alors je rappelle que l'angstrom ça correspond à 10-10 mètres, c'est 0,1 nanomètre. Et j'aimerais bien savoir quelle est l'énergie cinétique de l'électron exprimée en électronvolts. Je vous rappelle que l'électronvolt c'est l'énergie qu'un électron a quand il est dans une tension, il est soumis à une tension de 1 volt. Et donc 1 joule, plutôt 1 électronvolt, ça correspond à QU avec Q la charge de l'électron, donc 1,6 10-19, et U la tension de 1 volt, donc 1,6 10-19, du coup 1 électronvolt c'est 1,6 10-19 joules. Donc j'aimerais cette énergie en électronvolts. Donc faites pause, calculez-moi ça rapidement et dans 2 minutes on refait. Alors qu'est-ce qu'on vous demande finalement dans cet exercice? C'est de déterminer la valeur de ce qui reste à l'électron une fois comme énergie ou comme argent, une fois que la caution a été payée, et donc simplement soustraire à l'énergie du photon incident l'énergie qui est nécessaire pour réussir à sortir du métal, c'est-à-dire le fameux E-gap dont je parlais tout à l'heure. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'énergie cinétique de l'électron correspond à l'énergie du photon auquel je soustrais l'énergie correspondante au gap. Alors, on vous donne le lambda du photon, donc l'énergie du photon, on peut l'écrire sous forme Hc sur lambda, et l'énergie du gap est donnée en fonction du lambda seuil, il est tel que E gap c'est Hc sur lambda seuil, donc je me retrouve avec du Hc sur lambda seuil. Si vous faites l'application numérique, vous tombez assez bizarrement pile sur 1,6 10-19 joules, c'est-à-dire en fait exactement 1 électronvolt. Et là on reconnaît en fait l'examinateur qui s'est amusé à trouver des valeurs numériques qui permettent une correction simple. Comme ça, si l'élève trouve un truc compliqué, il a juste à se souvenir que le résultat était simple et on arrive pile sur du 1 électronvolt. Donc là, c'était simplement l'application directe de cette formule, et donc simplement se dire, voilà, vous avez un photon qui arrive avec de l'énergie, une partie de cette énergie doit être utilisée pour extraire l'électron de sa gangue métallique, et ensuite le reste va pouvoir être utilisé pour traverser la zone entre les deux électrodes. Et justement, s'il n'y a pas de souci comme ici, il va simplement aller de l'autre côté. Et si jamais vous en avez qui vont... si vous opposez une force électromotrice au passage de ces électrons, eh bien, vous arriverez au bout d'un certain temps à limiter le passage de tous les électrons du fait de la valeur maximale de cette énergie cinétique qui est donnée à vos électrons. Bon, alors ça c'était la première expérience qui prouvait de manière indubitable la présence de photons. On va en voir une deuxième. Donc l'expérience de l'effet photoélectrique, celle-là il faut vraiment bien la connaître, parce que si vous avez un exercice ou une partie de concours qui va porter là-dessus, vraisemblablement ils vont démarrer de l'expérience photoélectrique, quand même plus facile à interpréter. Nous on va voir aussi ce qu'on appelle l'effet Compton. L'effet Compton qui a été observé et qui s'explique aussi uniquement grâce à l'interprétation photonique, l'interprétation en termes de corpuscules de lumière, qui était à l'époque, au début du XXe siècle, totalement inédite, puisque à l'époque de Newton avait été un fervent partisan des particules de lumière, mais comme on l'a vu dans l'optique, le fait
d'avoir des ondes permettait de très bien expliquer la loi de Descartes. Quand l'onde arrivait ici, le fait que l'onde se déplace à une vitesse différente dans les deux milieux, ça faisait naturellement que le front d'onde changeait et donc on permettait de retrouver la loi de Descartes, alors que Newton était obligé d'invoquer que le particule de lumière tout d'un coup était soumise à une force qui la faisait tourner légèrement et continuer. Donc là, c'est pas du tout le cas. Alors on verra qu'on est capable d'expliquer aussi ça avec des particules de lumière, mais vous verrez plutôt un petit peu plus tard. Mais le concept, ça faisait déjà un siècle maintenant que la preuve avait été faite que l'aspect ondulatoire était très très bien établi. Donc maintenant, le fait de revenir sur l'aspect corpusculaire, c'était ressenti comme un passage en arrière. Alors l'effet Compton. On va décrire un petit peu le montage expérimental et quelques observations et voir pourquoi est-ce que cet effet est bizarre. Donc je vais vous mettre l'image correspondante à l'effet Compton et puis on va le redessiner aussi rapidement en même temps pour voir ce qu'on observe. Le montage expérimental de l'effet Compton est le suivant. Vous prenez un bloc de graphite, et vous envoyez de la lumière dessus, donc avec une certaine longueur d'onde lambda. Donc vous envoyez la lumière sur le bloc de graphite et à l'intérieur du bloc de graphite, alors on prend des rayons X parce que ça passe au travers et puis vous avez on observe les radiations qui sont diffusées dans certaines directions, hein, et là on va observer que la longueur d'onde diffusée ne sera pas forcément la même. Vous avez en fonction de l'angle sous lequel on a une observation, hein, tout autour vous allez avoir des détecteurs et selon l'endroit où on se place, si on regarde l'intensité de l'arrêt en fonction de la longueur d'onde, donc je vais le préparer pour plusieurs valeurs différentes de l'angle. Donc on va prendre θ égale 0, θ égale 45 degrés, θ égale 90 degrés et θ égale 135 degrés. Donc en direct à 45, à 90 et à 135 donc sur l'arrière. Si on regarde ça, à 0, on voit qu'on a un pic, on a une raie relativement bien définie qui correspond au même lambda qu'on a envoyé au départ. Et je vais pouvoir le mettre sur tous mes graphiques. Ce lambda-là, on va le retrouver. Quand je me place à 45 degrés, ce que j'observe, c'est un machin comme ça. Alors on pourrait se dire, ouais, il y a un petit zigouigui ici, c'est des erreurs de mesure, bon, on ne s'inquiète pas outre mesure. À 90 degrés, là, on observe toujours l'arrêt, mais on commence très clairement à voir une deuxième bosse. Et à 135 degrés, j'ai toujours ma raie normale, et puis j'ai une deuxième bosse qui peut parfois même être plus importante, un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment, alors sur le graphique qui est dans le PDF, vous voyez un zoom pour 90 degrés avec les points de mesure, et vous voyez que les points de mesure, ils ont une certaine dispersion certes, mais modulo cette dispersion, on voit que la dispersion est beaucoup moins importante que les variations qu'on observe, et la position, plus l'angle est important, plus le lambda observé de ce deuxième pic va être décalé vers les plus grandes valeurs de lambda. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce truc-là? Donc quelles sont les implications? Je vais garder mon montage expérimental ici pour pouvoir en discuter. Donc quelles sont les implications de cette expérience? Alors, si je prends l'approche classique,
Hein, je vous rappelle qu'on est quand même au début du XXe siècle et on s'attend encore à ce que la mécanique classique marche. Hein. On n'a pas de raison de la remettre en question encore trop pour le moment. Donc l'approche classique, on appelle la théorie de Maxwell de la lumière, la théorie de l'électromagnétisme, nous dit bah c'est assez normal en fait. Quand vous avez un électron qui est soumis à de la lumière c'est une onde électromagnétique, c'est un petit peu comme une vague. Quand la vague arrive sur l'électron est porté sur la vague et donc aussi. Donc l'onde lumineuse provoque une oscillation de l'électron et une oscillation électronique qui, du coup, va réémettre une onde lumineuse de même fréquence. C'est qu'un truc qui est connu, c'est ce qu'on appelle l'émission dipolaire. Vous la verrez en deuxième année. Cette émission dipolaire. Donc c'est quelque chose qui est connu, observé, c'est ce qui explique pourquoi le ciel est bleu. C'est en fait c'est des conséquences, des grandes conséquences, des grandes confirmations de la théorie de l'électromagnétisme qui permettent d'avoir une vision plus pragmatique et plus pratique de ce qu'est le monde autour de nous. Et en particulier, c'est totalement normal. Alors ça émet dans presque toutes les directions, ça vous le verrez, il y a certaines directions qui sont interdites et ça vous donne ce qu'on appelle l'effet booster en optique. Mais mis à part ça, c'est parfaitement normal, donc on aura quelque chose de même fréquence, donc de même lambda, et c'est pour ça qu'on retrouve des pics avec le lambda de départ. Et ce lambda de départ, c'est normal qu'on le retrouve. Mais, impossible d'expliquer le second pic. Donc ce truc-là, avec un lambda systématiquement plus grand, c'est difficile à expliquer. Alors l'approche quantique, elle dit, voilà, alors il se passe ce qui se passe en classique, c'est-à-dire que l'électron, il peut simplement gentiment se balancer sur la vague et puis réémettre à la même fréquence, c'est normal, ça permet aussi de le faire, mais on va pouvoir considérer qu'en fait, le photon va se prendre un électron, donc on a notre photon qui est là, sous forme d'une particule, ce photon arrive sur un électron, donc ça c'est avant le choc. Après, vous avez le choc qui se passe, et après le choc, vous avez l'électron qui part dans une direction, le photon qui part dans une autre direction. Et alors j'aurais peut-être dû mettre le photon en haut pour avoir la même chose. Donc on va faire ça comme ça. Donc on a le photon qui part dans une direction, l'électron qui part dans une autre direction, avec un θ comme ça. Et si j'avais le photon qui avait une certaine quantité de mouvement au départ, je me retrouve avec un photon avec une autre quantité de mouvement parce que l'électron a récupéré une certaine quantité de mouvement. Les lois des chocs sont bien connues. Tous ceux qui font du billard connaissent ça, et vous avez notamment une loi pour les chocs élastiques qui va être la conservation de la... Alors non, pour les chocs élastiques, c'est la conservation de l'énergie, on va aussi utiliser, mais là en l'occurrence, c'est la conservation de la quantité de mouvement, il n'y a pas d'autres forces qui s'exercent. Donc si on prend le système électron-photon, la quantité de mouvement, la variation de la quantité de mouvement, c'est m fois les forces qui s'exercent, il n'y a pas d'autres forces. Donc je me retrouve avec une quantité de mouvement qui est conservée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire entre avant le choc et après le choc? Vous avez conservation de la quantité de mouvement, ça veut dire que la quantité de mouvement du photon avant le choc, c'est égal à la nouvelle quantité de mouvement du photon plus la quantité de mouvement qui a été prise
par l'électron qui, du coup, s'est fait comme tapé par la bille de billard et donc est parti dans une direction différente. Et la conservation de l'énergie qui dit que l'énergie du photon avant le choc, c'est l'énergie du photon donc égale à l'énergie du photon après le choc, plus l'énergie cinétique de l'électron. En particulier, ça peut s'écrire sous la forme h nu égale h nu prime plus l'énergie cinétique de l'électron. Comme ce truc-là, c'est strictement positif, ça m'impose forcément que nu prime doit être inférieur à nu, et donc que le lambda prime doit être supérieur à lambda. Et c'est bien ce qu'on observe ici. Vous avez une longueur d'onde, une deuxième longueur d'onde observée qui va être plus grande que la longueur d'onde précédente. Et donc vous avez que votre approche quantique. Alors quand on fait le détail des calculs, en plus en fonction de l'angle, on peut utiliser ces deux relations et voir quelle est l'énergie cinétique de l'électron. Et donc dans le détail en plus ça marche. Donc on ne va pas s'amuser à faire les détails parce que c'est un peu plus long et c'est juste calculatoire. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et donc on en est arrivé à se dire que non seulement le photon, déjà les lumières c'était des photons, donc des particules avec une certaine énergie, mais en plus le photon possédait aussi une quantité de mouvement. Et là on se rappelle un petit peu ce qu'on a fait en mécanique, la quantité de mouvement normalement c'est la masse multipliée par la vitesse. Mais vous avez certainement entendu aussi dire que les photons sont des particules de masse nulle. Donc on se dit c'est bizarre, on a une quantité de mouvement, masse fois vitesse, avec m qui est égal à 0, alors la vitesse on la connaît, c'est c, donc ça semble un tout petit peu bizarre. Alors pour déterminer la quantité de mouvement du photon, Einstein, il était bien placé pour savoir pour connaître les dernières avancées dans la physique théorique, en particulier pour la relativité. Donc la relativité donne que l'énergie d'une particule au carré, c'est égal à mc carré au carré plus la quantité de mouvement fois c au carré. Alors là, vous reconnaissez, c'est le fameux E égale mc2 pour une particule au repos. Si la particule est au repos, P est égal à 0, il n'y a pas de quantité de mouvement, et donc je me retrouve avec une énergie de repos qui vaut mc2. Et là, c'est la formule plus générale qu'Einstein a développée. Hein. On retient dans la vie courante simplement la version E égale mc2, mais en fait, elle est plus générale. Et donc, dans cette version plus générale, je ne peux pas vous faire un cours de relativité, donc celle-là, il va falloir juste l'accepter et l'utiliser au besoin. Donc, quand on utilise ça pour le photon, si m égale 0, donc pour un photon, vous avez que la masse est nulle. Vous pouvez en déduire que l'énergie du photon, ça doit être égal à Pc. Et donc, la quantité de mouvement, ça doit être E sur C, donc H nu sur C, et nu sur C, c'est aussi 1 sur lambda, donc ça me donne du H sur lambda. Donc la quantité de mouvement du photon vous permet de l'avoir. Alors c'est assez sympa avec ce chapitre sur la mécanique quantique, c'est qu'il va réconcilier les PC et les psi. Donc les PC sont là avec la relativité générale, et puis dans la deuxième partie, on verra ce qu'on appelle la fonction d'onde, qu'on va noter par un psi, et donc on va beaucoup parler de psi dans la deuxième partie. Voilà, donc ça nous dit que notre photon, non seulement il a une énergie, soit, mais en plus, il a aussi une quantité de mouvement, et cette quantité de mouvement est donnée par son énergie divisée par la vitesse de la lumière, donc h nu sur c ou h sur lambda. On verra que ce h sur lambda, justement, va être utilisé par la suite par De Broglie pour définir en fait la longueur d'onde associée à un électron, puisque là on est en train de dire non, la lumière c'est pas qu'une onde, c'est aussi une particule, mais on va aussi dire par la suite que les particules, non, c'est pas que des particules, c'est aussi des ondes. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle la dualité onde-particule qui intervient là-dedans. Alors avant de partir et continuer, on va faire un petit exercice sur la poussée de radiation.
Ça tombe bien, on a déjà fait le chapitre T0 sur la pression cinétique des gaz. Bah là, ça va être un petit peu la même idée. On considère un flux de n photons par unité de temps, et on veut savoir, qui tape sur une paroi, et on veut savoir quelle est la force exercée sur cette paroi réfléchissante, donc n photons par unité de temps, qui rebondissent sur une paroi réfléchissante. Et donc, quelle est la force exercée? Quelle force s'exerce sur la paroi? Ça fait une bonne révision de ce que vous avez déjà vu dans le chapitre T0. Donc posez-vous 2 minutes, 2-3 minutes, essayez de déterminer la force correspondante qui s'exerce sur la paroi. C'est bon pour tout le monde? Alors, cette force, l'idée est que vous avez chaque photon qui arrive avec une quantité de mouvement P et qui va repartir avec une quantité de mouvement moins P, vectoriellement. En norme, c'est la même chose, ça a rebondi et ça part de l'autre côté. Et donc, la force de un photon, de la paroi sur un photon, ça va être donné par la variation de quantité de mouvement du photon divisé par le temps sur lequel je regarde. Et donc, cette variation de quantité de mouvement, c'est la valeur après, donc moins P, auquel je soustrais la valeur avant, donc P, donc c'est moins 2P sur delta T. Donc ça s'écrit moins 2 avec P qui est là-haut, H nu sur C, EX, avec EX bien sûr qui va dans cette direction-là, divisé par delta T. Donc ça c'est la force que la paroi exerce sur un photon. Du coup, c'est l'opposé de la force que un photon exerce sur la paroi. Action-réaction, si la paroi exerce une force sur le photon exerce une force sur la paroi. Maintenant, j'aimerais savoir la force totale qui s'exerce sur la paroi. La force sur la paroi, ça va être simplement le nombre de photons qui tapent pendant delta T multiplié par la force que un photon exerce sur la paroi. Le nombre de photons, si vous avez n photons qui arrivent par unité de temps, donc vous avez n fois delta T photons pendant ce delta T. Et vous multipliez par la force sur une paroi, et on a dit que c'était du 2H nu sur C, et du coup c'était divisé par delta T. Les delta T gentiment se simplifient, et donc ça me fait 2NH nu sur C, selon X, bien sûr. Et ça c'est ce qu'on appelle la force correspondant à la pression de radiation, donc force de pression de radiation. Donc quand dans Star Wars vous avez un laser qui vous arrive dessus et que vous voyez qu'il y en a un qui prend son bouclier et puis qu'il y a un effet de recul, c'est pas totalement farfelu. Vous avez effectivement potentiellement un effet de recul parce que vous devez faire rebondir les photons, et s'il y a beaucoup de photons, c'est-à-dire si la densité énergétique de votre faisceau laser est très importante, ça peut vous exercer une force qui sera non négligeable. Bon, alors, quelles sont les implications des deux expériences qu'on a faites jusqu'à présent, et qu'est-ce qu'il faut retenir du coup de cette première partie? Eh bien, c'est l'énergie et la quantité de mouvement d'un photon. Des photons.
Donc, il existe des particules de lumière, appelées photons, qui sont de fréquence nue et qui se trimballent avec une énergie h nu et une quantité de mouvement, P équivaut E sur C, et donc h nu sur C, ou alors encore H sur lambda, puisque cette écriture en h nu, c'est aussi HC sur lambda. Donc ça, c'est à retenir. Ça fait partie de de toute façon, le E égale h nu, normalement, vous le connaissiez déjà. La quantité de mouvement, celle-là, elle n'est pas totalement directe. Il faut se souvenir que E, c'est PC. Et comme ça, vous pouvez le retrouver. Alors, là, on a vu qu'en fait, le photon, ou plutôt la lumière, il y a une dualité onde-corpuscule, puisque au niveau de l'onde, vous avez tous les phénomènes d'interférence et de diffraction qui sont plutôt bien expliqués quand on suppose que la lumière est une onde. Et pour l'effet photoélectrique ou l'effet Compton, là, on ne peut pas supposer que c'est une onde. Donc il faut accepter, c'est difficile, il faut accepter que le photon de temps en temps se comporte comme une onde, de temps en temps se comporte comme une particule. Alors il y a des moments où que vous considériez l'un ou l'autre, ça vous donne les mêmes implications, mais il y a d'autres moments où il faut savoir que là c'est le caractère ondulatoire qui prévaut, l'autre c'est le caractère corpusculaire, et c'est pas forcément un problème. Hein. J'aime bien la petite allégorie si vous prenez un cylindre comme ça de section circulaire. Vous prenez un cylindre de section circulaire et puis vous l'éclairez par là. Qu'est-ce que vous allez observer de ce côté-là? Vous allez observer que l'ombre va être ronde. Normal. C'est la section circulaire, je l'illumine selon la section. Et vous savez, depuis que vous êtes tout petit, que un rond, c'est pas du tout la même chose qu'un rectangle. C'est vraiment deux trucs qui sont totalement différents. Alors que si vous l'éclairez dans ce sens-là, qu'est-ce que vous allez obtenir comme ombre? Là-dessus, vous allez voir se découper le côté de votre cylindre qui a une ombre qui est rectangulaire. Donc selon l'angle sous lequel vous observez cet objet, qui est un objet physique qui existe, vous allez dire c'est un rond, ou alors vous allez dire c'est un rectangle. Donc là, tout ce que ça vous dit, c'est que c'est ni un rond, ni un rectangle, c'est une superposition des deux. Là, le problème dans cette vision-là, c'est que vous essayez de décrire un objet en 3 dimensions par ses projections à 2 dimensions. Donc forcément, vous allez au-devant de problèmes, puisque un objet à 3 dimensions, il a 3 dimensions et pas seulement 2. Ici, c'est pareil, les photons ou la lumière, c'est quelque chose de plus compliqué que simplement une onde ou une particule. C'est pour ça que la théorie des cordes, la théorie des membranes et compagnie ont essayé de développer ça un petit peu plus avant pour montrer que si on se place dans un espace multidimensionnel avec plus de dimensions, on pourrait peut-être en sortir quelque chose. C'était l'idée sous-jacente. Là, on reste coincé à 2 dimensions. Mais on va accepter que selon le mur sur lequel on regarde la projection, il va falloir considérer que ça se comporte comme une onde ou alors comme une particule. Bon, dernier petit point, alors ça c'est plus pour l'historique, une petite application moderne, c'est la voile solaire Icaros. Et donc cette voile solaire, c'est un projet qui date déjà d'il y a au moins 20 ans, mais dont le lancement a été effectué en 2010 par l'agence spatiale japonaise, la JAXA. Et c'est en fait un projet de voile solaire, c'est-à-dire que vous avez le soleil qui est là,
et puis vous déployez une grande surface réfléchissante, et cette surface réfléchissante va vous servir à accrocher votre satellite, et votre satellite il va se faire emmener un petit peu comme si vous avez une planche à voile, il va se faire emmener grâce au soleil. Alors, bien entendu, ce système de propulsion déjà a quelques petits problèmes pratiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez l'utiliser que pour aller vers l'extérieur du système solaire. Vous ne pouvez pas rentrer dans le système solaire, c'est comme quand vous êtes à planche à voile, c'est difficile d'aller contre le vent. Alors on peut se débrouiller d'être ce qu'on appelle au près, et donc d'avoir un angle et de surfer pour essayer de se rapprocher de la zone et de remonter petit à petit le vent. On pourrait faire la même chose avec la voile solaire, mais vous allez voir que l'effet va être relativement faible. En fait, j'avais des élèves qui sont amusés à faire un TIPE il y a 5 ou 6 ans là-dessus, parce qu'on avait des valeurs, des positions exactes de la voile au cours du temps, et ils ont comparé la prédiction simplement selon Newton avec la loi de la gravitation et la différence par rapport à ce qu'ils observaient en termes de force exercée, et on voyait une différence de l'ordre de la dizaine de millinewtons. Donc c'est pas grand chose, mais sur des échelles de temps importantes, ça a permis d'augmenter la vitesse de la voile d'une centaine de mètres par seconde sur quasiment 6 mois d'utilisation. Et donc, ça utilise effectivement cette caractéristique de la pression de radiation qui s'appuie du coup sur la voile et permet de récupérer les choses. Alors, si on fait une application, la surface développée, la surface de la voile qui a été utilisée pour ce satellite était de 173 mètres carrés, et on avait une force de l'ordre de 1,12 millinewton, donc différence par rapport à la force gravitationnelle normale. Alors comment est-ce qu'on peut réussir à retrouver ça? Si on regarde la puissance surfacique du vent solaire, donc en fait du rayonnement solaire, pardon, pas tout à fait la même chose que le vent solaire, donc du rayonnement solaire au niveau de la Terre, c'est de l'ordre de 1 kW par mètre carré. Donc si vous prenez un panneau solaire de 1 mètre carré, vous pouvez récupérer une puissance de 1 kW si la conversion est parfaite. Réfléchissez donc 2 secondes à cet exercice et essayez de faire le lien avec la force en faisant le rapport avec cette histoire de pression de radiation qu'on a vue tout à l'heure. Alors c'est bon? Donc, si on reprend tout simplement, notre puissance surfacique, si je la multiplie par la surface, ça me donne une puissance. Donc la puissance surfacique multipliée par la surface, c'est l'énergie que je reçois par unité de temps. Et cette énergie reçue par unité de temps, c'est le nombre de photons reçus par unité de temps multiplié par l'énergie d'un photon. On va supposer que tous les photons ont la même longueur d'onde pour simplifier. Donc ce truc-là, c'est le nombre de photons par unité de temps que multiplie l'énergie d'un seul photon. Donc ça me permet d'obtenir que N, il s'écrit la puissance surfacique fois S divisé par h nu. Maintenant, si je veux avoir la force, donc la force était donnée ici en fonction de ce nombre de photons par unité de temps, c'est 2nh nu sur C. Donc je me retrouve avec une force qui vaut 2nh nu sur C. Et vous voyez que nh nu, c'est la puissance surfacique fois la surface. Donc je me retrouve avec 2 fois la puissance surfacique fois la surface divisé par C. Et quand j'ai cette expression-là, l'application numérique n'est plus très compliquée. La puissance surfacique, c'est du 10 puissance 3 watts par mètre carré. J'ai 173 mètres carrés. Je divise par 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, j'ai quoi? J'ai du 400, allez, 2 fois 173, ça fait à peu près 3. Enfin 300 fois 10 puissance 3, ça me fait du 3 10 puissance 5 sur du 3 10 puissance 8, et vous voyez que j'ai bien de l'ordre de 10 moins 3 newtons, donc de l'ordre du millinewton,
Donc les estimations qui ont été faites sont correctes et correspondent effectivement aux mesures qui ont été effectuées sur ce satellite Icaros. Donc c'est la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de l'aspect ondulatoire de la matière. Donc on a fait l'aspect corpusculaire de la lumière. Maintenant, on va parler de l'aspect ondulatoire de la matière.